Second poteau, Pavard. Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention, émission du 20 juillet 2020. Et aujourd'hui, à l'image de ce qui a été fait avec Dridi il y a 2-3 semaines, aujourd'hui je reçois Thomas dans ce face-à-face. Comment tu vas, Thomas? Très bien, et toi? Bah, écoute, ça va, hein, les vacances juillet, on essaye d'en profiter tant qu'on peut. Donc le face-à-face avec Thomas, avec une petite interview pour savoir sa relation avec le football, avec le journalisme, etc. Donc on va commencer un peu comme avec Dridi, ta relation avec le journalisme. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir journaliste, pas forcément dans le sport, vu ce que tu vas faire l'année prochaine, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans ce domaine-là? Je suis une personne qui se lasse très vite des choses, donc en fait, le journalisme, c'est la meilleure des... Pour moi, c'était la meilleure voie puisque je pouvais toucher à tout. Je pouvais toucher à n'importe quel domaine, que ce soit le sport, la politique, la société, n'importe. Ensuite, j'ai toujours voulu devenir journaliste sportif, grâce à Daniel Riolo, donc, dans l'after-foot, voilà. C'était quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui connaît le foot. Alors oui, il a certains côtés, on va dire, qui sont assez space, on va dire. Space. Mais c'est quelqu'un qui connaît le foot, qui a su s'intégrer, qui arrive à tenir tête aux anciens footeux qui pensent tout savoir sur le foot, alors que il suffit de les écouter en fait. On se rend compte du problème. C'est quelqu'un qui a su faire sa place. Et donc moi, c'est vrai que j'ai écouté ça assez jeune et donc je me suis dit que j'allais devenir footballeur, journaliste sportif. Surtout que voilà, j'aime le foot depuis toujours. J'ai un amour inconditionnel pour l'OM. Ça, je le cache pas. Et c'est vrai que dans le foot, il faut toujours être objectif. Mais pour moi, si tu es journaliste sportif dans le foot, c'est parce qu'avant tout, tu aimes le foot. Et souvent, tu aimes le foot grâce à un joueur, grâce à une équipe. Donc voilà. Et l'une de tes autres passions, il n'y a pas que le football, il y a aussi par exemple la littérature. Est-ce que selon toi, la littérature t'a donné aussi envie de devenir journaliste, comme Dridi aime le dire, les journalistes sont des conteurs d'histoire. Est-ce que ça t'a aussi poussé vers ce domaine-là, la littérature? Dridi a raison, puisque la majorité, fut un temps, c'était les littéraires qui convoitaient certaines places dans un monde plus huppé, on va dire. Ils devenaient journalistes en un premier temps, afin de rédiger des papiers. Ensuite, pendant le XXe siècle, il y a eu des Joseph Kessel, voilà, il y a eu des conteurs d'histoire. Ils ont conté des reportages ou autres. Et forcément, voilà, la littérature et le journalisme, ça ne fait qu'un en soi. Parce que quelqu'un qui ne sait pas écrire ne deviendra pas journaliste. Et pourtant, tu sembles te séparer un peu de cette voie, vu que l'année prochaine, tu vas plutôt te spécialiser vers le JRI, du coup, être journaliste reporter d'image. Pourquoi choisir cette voie-là l'année prochaine, sachant que normalement, du coup, dans 1 ou 2 ans, ça y est, tu es officiellement du coup, journaliste? Parce que je ne voyais pas l'intérêt d'être de prendre la spécialité journaliste sportif. Parce que pour moi, les connaissances, tu vas les acquérir avec tes expériences, mais c'est aussi toi qui vas les chercher, ces informations. C'est toi qui vas te créer un réseau. C'est pas avec l'école, on va pas te dire « Alors, tu vas parler à ce monsieur. C'est très bien, tu vas avoir 20. » Non, tu vas chercher ton info, tu veux savoir quelque chose, tu y vas. Et le sport, l'avantage, c'est que tu as des milliers de bouquins qui parlent du sport. Donc, si tu veux acquérir une certaine connaissance, tu peux le faire sans avoir à débourser de l'argent. Et ensuite, je suis quelqu'un qui marche qu'à l'instinct. Et je prévois jamais de plan ou quoi que ce soit, mais voilà, je me suis dit un jour pourquoi pas JRI parce que ça m'amuse. Et ben voilà, je prends JRI. Je fais en fonction de ce que je pense sur l'instant T. J'ai choisi cette école parce que j'ai eu un bon feeling, mais c'est tout. C'est surtout par feeling. Je me suis dit, tiens, ça me plaît, allez, je viens. Agir par instinct. Pour l'instant, bon, ça réussit pas trop mal. Qu'est-ce que tu penses du paysage français au niveau du journalisme, notamment du journalisme sportif? Pour toi, comment il va se développer dans les années à venir et qu'est-ce qui doit être corrigé ou être revu du coup L'avantage, c'est que les réseaux sociaux sont de plus en plus présents. Donc en fait, tu as de plus en plus de comptes qui vont ils vont parler de leur passion.
Ils vont décrypter, eux, à travers des sites. Tu peux créer des sites sur Wix, sur n'importe... enfin, tu as plein de trucs pour écrire. Tu as de plus en plus de plateformes comme Blasting News qui offrent une chance à n'importe qui. Tant qu'il sait écrire, il peut rédiger des papiers dessus. Donc en fait, l'avantage, c'est que de plus en plus de personnes se font connaître. Donc ils sont de plus en plus invités sur les plateaux télé. Donc, pour moi, je pense que ça ne peut que s'améliorer, surtout que les émissions, les talks et autres, ça marche en fonction de l'audimat. Sauf que tout le monde en a marre d'entendre des anciens footeux qui vont te parler de... Je n'ai pas envie d'être méchant, mais des Franck Leboeuf et tout. Franck Leboeuf, depuis qu'il a arrêté de regarder des matchs, bah voilà, c'est catastrophique. Donc en fait, l'audimat baisse. Dugarry a un caractère assez spécial. Il a des mots qui sont qui sont mal choisis déjà. Et il a des choses comme traiter Messi d'autiste et en faire en sorte que, voilà, en gros, il présente l'autisme comme un désavantage. Ah non, tu dis pas ça, c'est faux. Voilà, l'audimat baisse de plus en plus, donc forcément, je pense que dans le futur, voilà, de plus en plus de personnes qui sont réellement passionnées par ça pourront se montrer. Tu as parlé, du coup, tu as évoqué tout à l'heure le football comme étant tout d'abord une passion. Qu'est-ce qui t'a donné la passion du football quand tu étais plus jeune? Bah déjà, c'est pas par rapport à ma famille ou quoi que ce soit, puisque j'ai de la famille qui habite à Marseille, mais je les vois pas assez pour cultiver cet amour. Donc moi, je l'ai trouvé tout seul. Mais ensuite, oui, je regardais. Ensuite, j'ai eu l'OM en 2004 et mon amour pour l'OM, en tout cas pour l'OM, s'est déclenché avec Pagis et autres. Mais voilà, les compétitions européennes, donc l'Euro 2000, j'ai pas de souvenir, faut être honnête. Lorsque j'étais petit, je l'ai revu plus tard, donc forcément. Voilà, mais c'est des 2000, ouais, 2002, c'était catastrophique, mais bon. Et voilà, c'est regarder le championnat et autres. À force de regarder et de m'intéresser au sport, à ce sport, et bah, j'ai fini par aimer tout seul. Et tu évoques l'OM, le football de manière très passionnée, notamment lors de notre émission en Première Intention. Qu'est-ce qui quel joueur, tu as parlé de l'OM, mais quel joueur a vraiment embrasé cette passion quand tu étais plus jeune, du coup? Quel joueur, quelle équipe, quel entraîneur Qu'est-ce qui t'a fait vraiment, qu'est-ce qui t'a fait dire que je veux travailler dans ce domaine-là? C'est l'OM en général, c'est l'équipe, c'est Coupe de France. Je me suis identifié à des joueurs qui en voulaient sur le terrain. J'ai toujours aimé des joueurs, par exemple, des Ronaldo, par exemple, qui ont eu de graves blessures, qui ont su se réadapter. C'est des joueurs comme ça, c'est des joueurs qui ont du caractère et qui arrivent à dépasser l'adversité, qui se battent pour obtenir quelque chose. J'ai pas de joueur particulier. C'est vraiment... Un état d'esprit. C'est un état d'esprit que j'aime. Par exemple, à Marseille, j'aimais beaucoup Pagis. Voilà, il en voulait sur le terrain, il donnait son maximum. C'était un bon joueur. Ensuite, au fur et à mesure, bah, je suis tombé aussi amoureux. Enfin, amoureux, j'ai beaucoup apprécié le Guardiola à Barcelone. Donc avec sa réinvention du tiki-taka, oui. Il l'a réinventé en quelque sorte, parce qu'on ne dise pas qu'il n'y a aucune base du tiki-taka. T'en as une petite, sauf qu'il a su la faire évoluer, faire quelque chose de plus direct, des passes plus directes. Au lieu de se faire une passe à 50 passes, lui, c'est une passe est égale une action en quelque sorte. Donc voilà, ensuite, c'est un peu de tout. Et ensuite, je suis tombé littéralement amoureux de Bielsa. Oui, on Bielsa, en donc parlait ça, c'est vraiment, c'est plus tard. Mais pour moi, Bielsa, par exemple, représente le foot, représente le romantisme dans le foot. Et c'est l'un des derniers vestiges vu le foot actuel, qui est devenu qu'un simple business dans lequel tu as des hypocrites, tu as des menteurs, tu as des magouilles de pognon comme c'est pas permis. Aucun dirigeant ne respecte réellement les clubs. Salut Longue Épée. Salut Héros. Voilà. Salut Anil Murti à Valence. Voilà, tu peux en citer plein.
T'as Barcelone qui est dans une situation catastrophique parce que t'as un gars qui dépense un pognon fou il dépense un pognon fou, mais pour des noms et pas pour pour le adapter jeu, pour le projet l'équipe. sportif. C'est surtout qu'il faut que les joueurs soient complémentaires, sauf que non, tu privilégies un nom plutôt qu'un joueur qui n'a pas un nom étincelant, mais qui pourrait être plus complémentaire. Voilà. Mm. Et du coup, tu as évoqué Marcelo Bielsa qui vient d'assurer sa montée en Première Ligue avec Leeds. Comment tu as vécu du coup pour toi, est-ce que c'est vraiment un coup pour tous les détracteurs de Marcelo Bielsa qui disaient que bon, c'était juste un amoureux du beau jeu mais qui n'avait aucun résultat? Et est-ce que tu penses que vraiment le Leeds de Bielsa peut faire quelque chose en Première Ligue? Déjà, dire que Bielsa n'est qu'un amoureux du beau jeu et qu'il n'a pas de résultat, c'est complètement faux. Et ce sont des ignares qui ouvrent leur gueule. Parce qu'il suffit de... C'est facile. On a Internet voilà, c'est le truc. Le truc, c'est Internet. Tu tapes Marcelo Bielsa, Wikipédia. Tu vois, c'est pas fiable, mais bon, Wikipédia, palmarès. Il suffit de regarder car il a remporté des titres. Donc, et notamment en Argentine. Donc, si on compare à la France, donc si c'est des Favard et compagnie qui ouvrent leur bouche alors qu'ils commentent la Ligue 1, voilà, il faut arrêter. C'est Bielsa, c'est quelqu'un qui arrive à fédérer. Le problème, c'est qu'il y a eu Lille. Il y a eu des passages ratés. Lille, la Lazio aussi en Italie. Lazio, c'est pas un passage raté, c'est juste il est arrivé, aussitôt arrivé, il n'a pas eu le temps de défaire ses bagages et il s'est barré. Mais Bielsa, voilà, il arrive à fédérer un groupe. Ce qu'il fait à Leeds, c'est beau. C'est beau, il arrive à faire d'une équipe qui était médiocre avant. Alors quand je dis médiocre, c'est pas méchant, c'est vraiment médium. Et au final, il arrive à en faire une équipe qui va monter. Donc, en proposant du beau jeu. Tous les joueurs de Leeds, quand ils en parlent, donc là, il y avait... j'ai un trou de mémoire sur le nom du gardien français, mais qui était invité, donc, oui. qui était invité sur RMC, c'était Les Grandes Gueules ou... Oh, bon. Sur RMC, voilà, il a dit qu'il a su s'améliorer au contact de Bielsa. Donc, pour moi, Bielsa, il a eu des résultats, mais ensuite, voilà, il veut créer quelque chose. Pour lui, il a un respect il respecte les supporters. C'est comme ce que disait Klopp. Tes supporters, ils viennent pas pour s'emmerder au stade. Les mecs, il y en a qui saignent. T'en as dans les ultras, par exemple, ils vont se saigner pour se payer un abonnement. Alors pourquoi tu leur proposerais une équipe à la Camboiré qui fait que défendre? Le mec, il va arrêter de se saigner, il va se barrer. Et ensuite, les affluences vont baisser. Et ensuite, le foot français sera encore dans la merde. Du coup, tu évoques le football français. Pour toi, quel est vraiment, parmi tous les problèmes qu'incarne le football français, quel est vraiment le problème le plus marquant pour le football dans notre pays, que ce soit au niveau des entraîneurs, au niveau de l'organisation des clubs? Pour toi, vraiment, qu'est-ce qui est vraiment le problème le plus inquiétant pour l'incompétence. le pays? L'incompétence, en un premier temps. Tu as des personnes qui dirigent le foot français, qui font passer leurs copains en priorité aux dépens de la qualité. C'est bien beau. Voilà, tu régales tes potes. Tes potes, ils sont contents. Mais au final, tu ne fais pas évoluer le football français. Ensuite, il y a la fierté aussi. Parce que des entraîneurs qui se remettent en cause et qui réussissent après, t'en as des dizaines. Alors qu'en France, non, se remettre en cause. Mais pourquoi? On est français quand même. Donc les mecs, ils vont pas se remettre en cause et ils vont faire de la merde. Ensuite, le problème, c'est que par orgueil, tu ne cherches pas à faire évoluer le foot français. Il y a un grand nombre d'entraîneurs qui n'ont pas été joueurs professionnels, mais qui ont des idées, qui vont payer très cher. Eux, ils vont payer très cher pour passer les diplômes. On va leur refuser parce que potentiellement, c'est peut-être trop fantaisiste, on va dire, comme tactique, alors que c'est juste, c'est quelque chose d'offensif. Enfin, ils ont des idées et on les refuse parce qu'ils ont des idées. Et ensuite, on va accepter donc des anciens footeux qui se sont dit, tiens, j'arrive pas à me placer en tant que consultant, je sais pas quoi faire, je m'emmerde. Allez, je vais devenir entraîneur. Voilà. Donc c'est l'incompétence qui règne, puisque tu prends Bordeaux, le dirigeant Longuepée, c'est une catastrophe ambulante. Quand tu dis que tu payes 2 millions pour un logo qui est détesté par tous tes supporters, alors que tu es déjà en guerre
et que tu avais potentiellement, tu avais quand même déposé plainte contre tes propres supporters, c'est qu'il y a déjà un problème. Ensuite, il fait venir un nombre de personnes dans les bureaux, c'est incalculable. Voilà, tu as des mecs en télétravail depuis Madrid, c'est du grand n'importe quoi. Il suffit de regarder les vidéos de Molina, par exemple, qui expliquent les différents... voilà, le fonctionnement de Bordeaux, c'est une catastrophe. Et le problème, c'est que là, ils n'ont pas d'argent, par exemple, pour se payer des joueurs. Donc, tout le monde est en solde. Tu as Marseille, tu as Hérault qui a ramené Rudy Garcia, qui a dit « Tiens, je te file les clés de la caisse, fais ce que tu veux. On va prendre Zoubi. » C'est vrai que, par exemple, Zoubi, il avait un réseau. Il a un réseau qu'on ne me dise pas que c'est la plus grosse pipe du monde. Il avait Albert Valentin qui est très respecté en Espagne, il avait un réseau de scouting, il avait des joueurs, il avait des idées, sauf que le problème c'est qu'il a potentiellement une personnalité un peu trop effacée. Donc face à un Rudy Garcia qui veut prendre la lumière et qui se prétend entraîneur le plus ambitieux de France, voilà. On l'a vu avec Lyon. Ouais, voilà, on le voit, mais t'as Hérault qui est incompétent et qui a foutu Marseille dans une situation catastrophique, puisque financièrement, c'est compliqué. Et qu'on ne me dise pas que la phase 2 du plan, le trading, c'était prévu. Faut arrêter. Tu as évoqué l'Olympique de Marseille. Comment tu décrirais la situation actuelle de l'OM entre les rumeurs de rachat qui sont de plus en plus insistantes et la direction actuelle? Pour toi, enfin, vraiment, qu'est-ce que tu veux dégager de la situation actuelle à l'Olympique de Marseille? C'est trouble. C'est trouble, puisque le problème, c'est que tu as Ajroudi qui parle. Qui parle. Le problème, c'est qu'il a il a des investisseurs derrière, mais tu ne sais pas qui. Et il dit que c'est à peu près 40% donc, de l'Arabie Saoudite. Donc ça veut dire que tu as 60%, tu ne sais pas d'où ils sortent, ces gars. Si c'est des mecs comme King Street, excuse-moi, mais moi je préfère éviter. Parce que ça deviendrait catastrophique. Le problème, c'est que tu as Hérault qui martèle que tu as un actionnaire qui est très heureux d'être à Marseille, qui veut donner de l'argent, sauf que là, je sais pas, peut-être que l'argent il n'arrive pas, je sais pas. Mais voilà, tu as un déficit de près de 100 millions, donc comment tu vas faire dans le futur? Donc là, ce qui est passé avec le fair play financier, c'est un avertissement. Donc, oui, ils ont rompu l'accord qui était prévu sur le long terme parce que la situation l'oblige, parce que tu ne pouvais pas punir un club après une crise sanitaire pareille, mais c'est un avertissement, cette amende, voilà. Donc si l'OM n'est pas racheté, honnêtement, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Parce que Villas-Boas, il fait de son mieux. Donc il a de très bonnes idées. C'était des profils qui étaient validés par Zubizarreta par le passé. C'est Zubizarreta qui a trouvé les profils, les Bellardi, bon, gars, il ne fallait pas aller très loin pour le trouver. Je faisais taper sur Internet, mais bon. Voilà, mais c'est lui qui a eu les idées, donc il arrive à faire avec peu de moyens. Sauf que sur le long terme, déjà, avec l'effectif actuel, même si tu te renforces quantitativement, le problème c'est que tes joueurs sont prometteurs mais ne sont pas prêts sur le court terme. Donc en Ligue des Champions, tu vas pouvoir potentiellement baisser la culotte. Tu vas prendre une petite fessée. Et voilà, le zéro pointé, on se rappelle. C'est dur à dire, mais faut prier pour que Payet poursuive sur sa lancée. Et c'est ça le problème. Il faut vraiment prier pour que Payet fasse plusieurs saisons correctes. Ensuite, il est très proche de AVB, donc on ne sait jamais. Il y a le problème Thauvin qui est libre dans un an. Que faire? Est-ce que tu le vends au rabais maintenant? Est-ce que tu tentes? Est-ce que tu te mets à genoux pour lui faire signer un nouveau contrat? Tu sais pas. Donc c'est l'incertitude qui règne à l'OM et ça restera comme ça tant que tu n'auras pas un actionnaire qui sait ce qu'il fait. Qui sait ce qu'il fait et qui met les bonnes personnes. C'est ça le problème, c'est que McCourt, on ne peut pas lui en vouloir. Le mec, il a dépensé, il a mis de l'oseille, il est arrivé milliardaire, il ressort de l'OM millionnaire. Il a mis de l'argent, sauf qu'il l'a confié à un débile. Donc voilà. Et ces dernières années, pour toi, quelle version de l'OM as-tu préférée? Celle qui t'a fait le plus Bielsa. Rêver, l'OM de Bielsa? C'est pas compliqué, même si tu ne t'en sors pas avec la Ligue des Champions. T'as kiffé. T'as kiffé. Donc tu préfères du coup avoir kiffé une saison sous Bielsa plutôt que de avoir un Rudy Garcia? Je prends Bielsa. Oui. Même sous Deschamps, donc tu as eu des résultats sous Deschamps, mais le problème c'est que tu t'emmerdais assez vite. Il y a eu des matchs qui étaient intéressants, mais ils sont rares. Alors qu'avec Bielsa,
t'étais sans cesse, voilà, t'étais excité devant ton match, tu savais pas ce qui allait se passer, donc parfois tu te prenais des claques comme face à Lorient, mais t'avais un truc, t'avais une incertitude aussi, mais c'était beau. Bielsa, voilà, c'est quelqu'un qui a su faire évoluer des Benjamin Mendy qui n'étaient pas matures, enfin qui n'est sûrement toujours pas mature, mais c'est un autre problème ça. Mais voilà, il a su faire de Morel, il a su le remettre en selle, il a su faire de nombreuses choses. Et oui, Bielsa, pour moi, sur ces dernières années, donc si on prend les 10 dernières années, où je pense c'est Bielsa sans aucun doute. Et du coup, pour Marcel Bielsa, est-ce que tu penses que vraiment un jour, il sera vraiment dans un… S'il échoue à Leeds malheureusement en Première Ligue, est-ce qu'il peut être dans un grand club pour pouvoir… quoi, au niveau du caractère, que ça passera pas… Il a un caractère qui est assez particulier, donc tu as aussi, je vais le réutiliser ce mot, mais l'incertitude. C'est Bielsa, tu ne peux pas savoir comment il réagit. Le problème, c'est qu'avec la Lazio, par exemple, lui, le problème, c'est que déjà dans les grands clubs, tu as des magouilles partout. Alors Bielsa, qui est une personne qui, pour lui, voilà, une parole, c'est sacré. Tu dis quelque chose, tu le fais. C'est pour ça aussi que j'aime cette personne, c'est que je partage son opinion. Tu dis quelque chose, tu le fais. Et le problème, c'est que dans le foot, voilà. Bielsa, il ne veut pas se faire prendre. À Marseille, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. La Brune lui a vendu un projet et au final, il n'a pas eu son projet. On lui a vendu des joueurs et il n'a pas eu ses joueurs. Donc non, je ne le vois pas dans un gros club parce qu'il a un caractère trop affirmé. Donc il préfère prendre des Valverde qui s'adaptent. Par exemple, si on prend Barcelone, voilà, tu as Valverde qui s'adapte. Zidane, par exemple, peut l'ouvrir parce que lui, ça a été une grande légende du club. Et voilà, il a les résultats quand même. Faut arrêter de. Il a des Ligues des Champions, il vient d'obtenir une Liga alors que tout le monde le mettait à la porte en septembre. Voilà. Et Bielsa, je pense que le problème, c'est que ça prend du temps avec lui souvent. Il faut certains joueurs qui peuvent ne pas être acceptés par les supporters. Il a des choix qui peuvent paraître particuliers et ensuite, oui, c'est son caractère le problème. Tu as évoqué Didier Deschamps tout à l'heure et je vais te poser la même question que j'ai posée à Dridi la dernière fois. Est-ce que tu penses que Didier Deschamps doit quitter son poste à la tête de l'équipe de France ou est-ce qu'on peut lui laisser une autre chance à l'Euro et voire même à la Coupe du Monde 2022 au Qatar? Le problème, c'est que tu as Zidane qui est en place au Real. Donc tu as qui derrière? Tu as Rudy Garcia qui va sauter sur l'occasion pour déposer son CV et préparer sa meilleure présentation. Voilà, t'as pas grand monde. Et puis t'as Galtier, super. Donc le problème c'est… moi, je serais déjà parti du principe que quand tu gagnes, vaut mieux que tu t'en ailles. Vaut mieux partir. Donc tu partages du coup la vie de Dridi Oui. un président doit dire, le président de la Fédération française de football, du coup, Noël Le Graët aurait dû dire à Didier Deschamps après la Coupe du Monde, merci et bonne continuation. C'est dur, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Reste sur une bonne image. C'est ce que Jacques a fait. Il s'est barré. Pour pouvoir après reconstruire avec un autre entraîneur, Tu reconstruis autre autre chose avec une autre vision de jeu, tu reconstruis quelque chose. Deschamps part avec la Coupe du Monde, la musique de VG Dream. Voilà, il sera content. Ensuite, le problème, c'est que Deschamps et Le Graët, ils sont très très potes. Et lorsque Le Graët va se barrer, qui va prendre sa place, c'est Deschamps. Donc le problème, c'est que les deux, ils marchent ensemble. Bon, jusqu'à que Le Graët parte, mais voilà. Donc le problème, c'est que jamais Le Graët n'aurait dit Deschamps, Didier, t'es bien gentil, mais voilà, t'as gagné, on met fin à ton contrat. Jamais. C'est pas Le Graët, c'est une magouille encore, allez. Ils s'amusent bien tous les deux, donc autant garder. Et puis c'est vrai que vu ce que t'as derrière, franchement, autant garder Deschamps. Tu as parlé des différents entraîneurs français qui pourraient prendre la succession de Didier Deschamps. Et pourquoi pas un entraîneur étranger en équipe de France? Est-ce que ça pourrait marcher selon toi? Malheureusement, avec la vision des entraîneurs étrangers qu'on a en France, est-ce que ça peut… Forcément, est-ce que c'est viable? Déjà, médiatiquement parlant, on va dire que ça sera plus compliqué pour
entraîneur étranger parce que forcément les entraîneurs étrangers ne sont pas bien vus en France. Bon, voilà. Mais ensuite, oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Prendre un entraîneur étranger pour la sélection, si tu veux t'amuser en regardant les matchs et avoir des résultats, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est vrai que je préfère quand même, voilà, tu prends un entraîneur français pour la sélection française, un sélectionneur espagnol pour l'Espagne, et vice-versa. Voilà. Mais pour toi, c'est vraiment en France, notamment, malheureusement, avec le pauvre vivier qu'il y a d'entraîneurs français, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution, ce serait sur le court terme, oui. étranger? Sur le court terme, oui, tu dois. Et puis l'avantage, c'est qu'il pourra potentiellement améliorer ce qu'il y a en dessous. Puisque quand tu vois que l'entraîneur des espoirs, c'est encore un pote de Le Graët, et que le mec, sa seule expérience en Bretagne, ce fut un échec consternant. Voilà. Donc oui, un sélectionneur pourra améliorer les choses, potentiellement apporter un nouveau regard. Et ça peut être ça va être la meilleure des choses. C'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce que pour toi, est-ce que la Ligue 1, le championnat français, le football français est destiné malheureusement à stagner comme il le fait depuis ces dernières années, ou est-ce qu'il y a de l'espoir pour que le football en France progresse et puisse enfin peut-être concurrencer à moyen long terme ses voisins allemands, anglais, espagnols? Oh là, j'ai des doutes parce que… Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Je vais te dire moyen. Bon, l'avantage, c'est que tu as des entraîneurs comme Stéphane qui commencent à proposer des choses. Même si je ne suis pas le plus grand fan de ce qu'il propose sur le terrain, il essaie d'apporter de nouvelles idées, il essaie de changer certaines choses. Mais le problème, c'est que tant que tu auras ces gars à la tête de la Fédé, non, ça n'avancera pas. Tant que tu auras un Domenech qui est encore dans le paysage français, tu ne pourras pas avancer. Tu peux pas. Et donc, je sais pas. Le problème, c'est que le PSG, c'est comme un pansement. T'enlèves le Qatar, bah putain. Il reste pas grand-chose. La Coupe d'Europe, elle est sympa. L'indice UEFA. Voilà, l'indice UEFA, il va partir en Yougoslavie, tu vas pas comprendre le bordel. Non, c'est que le problème, c'est que tu as seulement Aulas qui a essayé de construire quelque chose de façon intelligente, qui a utilisé son propre argent, mais lui, ça a été du très long terme. À Marseille, le problème, c'est que au final, tu as toujours une incertitude au niveau des actionnaire. C'est toujours ça. D'ailleurs, Robert Louis Dreyfus était adorable, mais il a fait confiance aux mauvaises personnes, donc il s'est mis dans la merde, il a voulu vendre le club, tu as eu l'affaire Kashkar, donc il n'a pas vendu, ensuite, il est parti. Il y a eu la femme qui ne voulait pas. Est-ce que les d'autres clubs qui ont des projets intéressants, mais malheureusement pas assez de moyens pour vraiment changer les choses? Moi, je dirais que Dijon a un bon projet sur le très très long terme. Ils ont mis beaucoup de moyens dans le centre de formation. Ils arrivent à amener de très bons jeunes. Ça, c'est une certitude. Ensuite, ils commencent à faire évoluer les mentalités à l'intérieur. C'est un peu comme ce qui se passe à Rennes. Rennes, ça commence à se développer. Tu as ramené sur le court terme l'étang qui n'était pas foufou, mais qui au moins, tu as enlevé l'esprit de la loose et même mis à la recherche des trophées. Je peux dire. Il n'y en avait pas beaucoup. L'enquête a été assez courte. En plus, ils l'ont retrouvé. Il avait prêté à un club, sauf que le club ne l'avait pas rendu. Rennes commence, ils mettent en place un projet. Là, ils commencent à faire des achats à plus de 20 millions. C'est intéressant. Stéphane a tout fait, a fait des pieds et des mains pour dégager les temps, pour obtenir le pouvoir. Sur cette saison, il l'a prouvé. Est-ce qu'il va poursuivre? Ensuite, le problème, c'est qu'à part, tu as Brest, qui a un entraîneur qui a une bonne vision de jeu, ok, mais ils n'auront jamais les moyens. Le problème, c'est que tu es obligé de faire confiance à tes clubs. Monaco, qui est une magouille ambulante, alors là, l'instabilité, c'est le maître mot là-bas. C'est entre les guéguerres, entre les Russes et la famille royale, tu as déjà un problème. Ensuite, les entraîneurs, ils viennent, ils partent au bout de 15 jours. Avec Robert Moreno qui a été remercié et remplacé par Niko Kovac. C'est même plus des CDD qui donnent, c'est des stages.
C'est l'intérim. Voilà, c'est l'intérim. Il travaille avec une boîte d'intérim, les cons. Et finalement, dernière question, toi qui as suivi de près l'Olympique de Marseille et notamment les équipes de jeunes, quel est pour toi celui qui est passé du coup par les équipes de jeunes de Marseille, pour toi, quel est le joueur qui a l'avenir le plus certain devant lui? Ça, c'est une grande question puisque tu ne peux pas savoir. De ce que tu C'est as parce entendu, que de ce que tu as pu voir. Ensuite, pour ça, je suis peut-être pas la personne à qui demander, mais tu as Hugo Bertelli qui peut prouver quelque chose, mais le problème, c'est qu'il est trop jeune. Le problème, c'est que tu rentres. Les jeunes, c'est plus gros, c'est presque pire que le football pro. C'est ça le problème, c'est que tu as un entourage qui est. Tu as très peu d'entourages qui sont sains. Tu as toujours des problèmes, tu as toujours des agents, des Sissoko qui font miroiter n'importe quoi à des jeunes. C'est ça le problème. Donc on ne peut pas se prononcer sur un jeune qui a 17 ans, puisque tu ne sais même pas qui s'occupera de lui l'année prochaine. Tu ne sais pas. Mais Boubacar Kamara peut paraître intéressant, on va dire. Parce qu'il a su confirmer à l'OM, il a été l'un des meilleurs lors de la saison sous Rudy Garcia, la dernière. Donc lorsque l'équipe était dans un sac, là tu as su le révéler, AVB a su le révéler au poste de sentinelle, mais ensuite, est-ce qu'il va retourner en défense centrale? Est-ce qu'il va rester sentinelle? C'est une grande question, mais pour l'instant, c'est lui qui peut... qui paraît presque sûr, on va dire. C'est le seul pari, tu sais que lui, il peut aller loin, mais ensuite, tu avais Nkunku, mais Nkunku qui est parti à Everton, alors il était en avance physiquement, mais ensuite son cerveau était en régression, et je ne veux pas être méchant. Tu avais Flipono qui était intéressant en sentinelle, mais au final, il n'a pas pu jouer, donc je fais confiance à AVB quand il dit que Flipono n'était pas prêt pour le haut niveau. Isaac Liadji aussi qui est parti du côté de Liadji, c'est différent, c'est un cas qui est vraiment très compliqué. Tu as de la famille là-bas qui sont... Voilà, tu as des personnes dans la famille qui ne sont pas bons. Ce pas de bonnes personnes, je pense, ou en tout cas qui profitent de l'âge de Liadji pour se mettre bien. Tu as un agent qui est con. Voilà. Donc Liadji, c'est un cas à part, mais ensuite, t'as des Tom Moustier, t'as une génération, t'as Hugo Bertelli, t'as Vanni Ocage, t'as Simon Ocage. Le problème, c'est qu'en fait, Zoubi, on l'a attaqué parce que c'est vrai que l'équipe, c'était Rudy Garcia qui décidait, mais Zubizarreta a fait un énorme travail sur le centre de formation et je pense que d'ici 2-3 ans, tu pourras potentiellement voir déjà les prémices de ce travail. Donc c'est un travail sur le long terme, tu as la génération de 2002, je crois, qui est très bonne. Ensuite, là, ils commencent à prendre de plus en plus de jeunes prometteurs dans la région. Donc, c'est vrai que quand tu vois les primes qu'ils versent à des gamins de 12 ans, ça fait peur, mais bon. Mais d'ici 3-4 ans, on pourra réellement se prononcer sur est-ce que le centre de formation de l'OM est bon. Mais pour l'instant, déjà, tu peux voir que... Alors, c'est vrai que les médias sont fait plaisir avec l'histoire du 0% au bac. C'était en 2012, je crois. Je ne sais pas si je dis une connerie. C'est plus récent, je crois. Non, je crois que c'était 2012 ou 2013, je crois. Et là, tu as du 100%. L'année dernière, tu avais du 95% à peu près, mais tu avais une mention. Tu as un gamin qui a fini à Sciences Po. Macron s'était pointé pour aller le féliciter parce qu'il avait eu au-dessus de 20 sur 20 au bac. Déjà, tu as des gamins qui s'intéressent de plus en plus aux études et qui travaillent. Parce que le problème, c'est que quand tu es dans un centre de formation, tu peux dégager du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, si tu n'as pas travaillé un minimum à l'école, bonne chance, mon gars. Voilà. Donc voilà. Déjà, l'éducation, au niveau scolaire, ça s'améliore. Et il faudra attendre 2-3 ans pour réellement parler du centre de formation de l'OM. En tout cas, merci à toi, Thomas, pour ce face-à-face. On a parlé de pas mal de choses, du football français, de Marcelo Bielsa. On se retrouve très bientôt dans Première Intention, peut-être sûrement à la rentrée pour
retourner sur un format classique avec Thomas, avec Dridi, avec Aurélien notamment. Je vous dis du coup à bientôt. Salut à tous. Second poteau Pavard.